pistons raides. Oh, c'est un petit comme un yoga, là. Warps on glow! Oh! C'était comme un peu... c'était un peu relax. Hein? C'était un peu spa. Ça filait un peu spa. Bienvenue au balado Soirée Peinture. Épisode 111. Un spécial David nous éduque. David, j'ai un peu l'impression que l'épisode d'aujourd'hui, je vais m'en sortir avec plus d'éducation, mais peut-être un peu moins surprenante que dans l'épisode d'avant où est-ce que tu m'as surpris avec un petit peu plus d'éducation quand c'était pas voulu. Ah, peut-être. Là, je m'y attends. Fait que je suis prêt. Uh-huh. De quoi qu'on parle aujourd'hui? De quoi on parle aujourd'hui? Ah! Ben, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de certains changements de règles pour la 3e édition de Bolt Action. Donc, Oh, ok. Ouais. Nouvelle édition cet été? Ben, en fait, ouais, ça. On commence ok. pour les gens habitués à Game Workshop. On entend des rumeurs, on nous parle d'une nouvelle édition, puis normalement, tu as une précommande 2 semaines plus tard, à peu près, la boîte. Ouais. Là, sauf pour les versions françaises qui peuvent peut-être attendre un petit peu plus longtemps parce que la boîte est arrivée en anglais, mais pas en français. Mais bon. Sois maudit! Parce que petit jab envers le shipping des boîtes en français au Canada. Mais Warner Games, ils font à peu près 2 mois de précommande. Fait que la boîte, on va l'avoir même plus, fin septembre. Fait que c'est un peu plus que 2 mois, presque 3 mois. Ben oui, dans le fond, précommande tout l'été pour qu'à l'automne, tu puisses le recevoir. C'est ça. OK. Pourquoi? Bonne question. C'est quand même du monde qui viennent beaucoup de Game Workshop. Fait qu'il y a une raison. Là. Ils font plein de choses qui ressemblent à Game Workshop parce qu'ils viennent de là. Fait que s'ils font ça, il doit avoir une raison. C'est peut-être... ils ont remarqué que c'était plus facile à gérer. Peut-être que dans le monde historique, c'est plus facile pour eux de faire une hype comme ça. Ou c'est une question de les imprimeurs qu'ils utilisent puis les ouais. où est-ce qu'ils font faire la modèle. De le produire, de l'avoir à l'entrepôt. Puis ouais. Je suis pas sûr qu'ils contrôlent tout. Contrairement à Game Workshop. C'est sûr qu'ils font appel à plein d'autres branches. Là. Ouais. Fait que ça doit être moins simple. Donc, toujours est-il que le jour où on enregistre ça, le 17 juillet, vous allez avoir l'épisode, je pense, dans 3 semaines. Fait que déjà, il y a un décalage. Fait que je vais avec les infos que j'ai maintenant. À quelque part, d'ici la fin juillet, début août, l'information que vous avez est peut-être à jour ou pas. Non, c'est ça. On fait ce qu'on peut avec les besoins du gars des vues, ce qui veut dire David. Exact. C'est-tu une bonne nuance, ça, David? C'est une excellente nuance. Excellent. Mais je voulais quand même vous en parler parce qu'il y a des informations importantes. Là, au moment où je vous en parle, il y a 2 articles qui sont sortis sur des nouvelles règles ou des nouvelles parties des règles. D'ici là, est-ce que l'épisode sort, il va sûrement avoir 2 ou 3 autres articles de sortie. Donc, les précommandes ont été lancées le 5 juillet, si je me souviens bien. Vous pouvez déjà précommander dans la plupart des boutiques ou sur le site de Warner Games. Et la BIS, la précommande est ouverte. Vous pouvez aller sur leur site. Vous pouvez commander la nouvelle boîte de départ, il me semble, le livre de règles et les 2 nouvelles unités qui sortent. Donc, les 2 articles. Premier article. Comment faire une armée? La composition des armées. Dans le livre de base avant Bolt Action, il y avait le peloton renforcé. Le peloton, c'est une organisation militaire beaucoup utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Très content que tu m'en aies expliqué. Ouais. Ça ressemble... Probablement que nos auditeurs, nos auditrices avaient compris, il y avait juste moi qui était perdu. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaît, à la base de ce qu'on connaît, entre autres, avec 40 000, où tu as un officier ou un QG, puis 2 escouades. C'est la base de ton peloton. Fait que OK. C'est un peu comme le Persio des Solar Auxilia. C'est ça. 3 unités ensemble, suivre, sergent. Ouais. C'est 40 000, on en a parlé dans l'épisode précédent, c'est toujours inspiré de la réalité. Donc, c'est pour ça que ça se ressemble, c'est normal, tout va bien. Donc, dans la 2e édition, le peloton renforcé, c'était comme comment faire, dans le livre de base, il te donnait ça pour faire n'importe quelle liste, n'importe quand. C'est la liste de base que tu pouvais faire pour jouer au jeu. C'est basé sur l'organisation historique, mais simplifié puis facilité pour que quelqu'un fasse une liste. Fait qu'avec ça,
T'avais donc, la base, c'est un officier, 2 escouades d'infanterie. Puis après ça, t'avais les options qui rentraient, qui étaient 0 à 3 autres escouades d'infanterie. Et puis là, après ça, t'as une série d'options que c'est 0 ou 1 officier supérieur, 0 ou 1 infirmier, 0 ou 1 observateur, 0 ou 1 tank, mortier, sniper, transport, etc. Fait que vraiment. C'est très similaire à ce que 40K ou oui. Ben, 40K, si vous vous rappelez de l'ancien, c'était 1 QG, tu peux en avoir un deuxième. 2 troupes, tu peux en avoir jusqu'à 6. Ouais, pour ça, c'était comme 0-3. 0-3-0-3, là, c'est plus 0-1. Oui. Mais ça reste que c'est le même feeling de t'en as pas ou t'en as un. C'est ça. Puis le jeu veut focusser sur les batailles d'infanterie parce qu'encore pendant la Deuxième Guerre mondiale, oui, il y a eu des batailles de tanks, mais c'est surtout infanterie contre infanterie, donc c'est voulu. Donc, tu avais ça. Mais tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, ça se passe sur 39-45, donc à peu près 6 ans. Mais les évolutions technologiques c'est des bonds géants, justement, parce que c'est une guerre mondiale puis que ça pète partout. Là, tout le monde essaye d'aller. Fait que tu sais, si tu faisais une liste peloton renforcé en utilisant tout ce qu'il y a dans les livres, le gars qui prenait surtout de l'armement de la fin de guerre, puis le gars qui faisait un truc thématique début de guerre, ça pouvait être moins le fun à jouer. Mais ça se faisait, tu sais. Fait que là, par rapport à ça, il y avait les livres. Dans les règles, c'était possible de pouvoir le faire. De base, oui, parce que le peloton renforcé, c'est générique. Fait que tu prends juste ce que tu veux où tu veux. Tu fouilles dans l'almanach, tu fouilles dans le buffet, tu fais ta liste. Oui, et malheureusement, c'était souvent aussi un argument utilisé, je pense que c'est un mauvais argument, mais pour dire que Boltachan, c'était pas historique. Parce que tu pouvais prendre ce que tu veux où tu voulais à cause du peloton renforcé. Cela dit, dans leur livre de campagne, comme celui-là derrière, il y avait des limites. Ben, c'est qu'il y avait des sélecteurs par théâtre d'opération. Fait que souvent, ils te rajoutaient des nouvelles unités qui étaient spécifiques à ce théâtre d'opération-là. Puis là, ils disaient, mais dans ce théâtre d'opération-là, voici à quoi tu as accès. Fait que si tu veux jouer en Afrique du Nord en 1941, la 8e armée britannique, ben, il y avait ça, puis ça. Voici les choix que tu peux faire. Puis tu avais des sélecteurs pour des parties de l'armée, des regroupements plus spécifiques, comme les SAS qu'on a vu dans Rogue Heroes. Où là, eux, c'est surtout des jeeps, des camions, des trucs comme ça. Mais ils n'ont pas d'artillerie, etc. Et quand tu jouais historique ou tu jouais campagne, le peloton renforcé n'existait pas vraiment. Tu prenais les sélecteurs par théâtre d'opération. Parce que tu focusais sur cette campagne-là avec cette période de temps-là. Exactement. Puis ça te disait, ça t'aidait à choisir. Tu sais, l'historique, là, pendant longtemps, c'était du monde qui tripait, qui achetait des figurines, mais qui achetait plein de livres d'histoire à côté. Ben oui. Puis là, qui faisaient leur armée à partir de ça. Puis là, des fois, ils se battaient entre eux autres. Disaient, oui, mais t'as pas le droit de ça. Oui, je l'ai vu dans tel livre. Ouais, mais cet historien-là, il est pas bon. En tout cas. Puis dans Bolt Action, le livre de règles, j'imagine que l'idée, c'était de mettre un maximum d'informations pour qu'un maximum de joueurs retrouvent ce dont il y avait besoin. C'est ça. Ça se voulait général. La campagne se voulait spécifique. Exact. Donc, t'en laisses pour ton livre de règles. Puis pour ta campagne, tu prends ce qu'il y a dedans. Puis si je me souviens bien, même dans le livre d'armée, j'ai pas de mentionner, mais tu sais, mettons les armées de la France, les armées de l'Angleterre, les armées qui sont l'équivalent des codex, tu avais aussi des listes historiques dedans. Bon, fait qu'il te guidait même dans ton codex. Il te guidait. Fait que ça, les jeux historiques plus modernes ont compris ça, puis ils le font bien, puis, et sans résultat, c'en est un qui le fait super bien, c'est que maintenant, ils essayent de donner aux nouveaux joueurs le plus d'informations possible pour jouer historique en partant. Au lieu de dire... l'information au lieu de tout te donner. C'est ça. Au lieu de dire, si trip historique, il va faire ses recherches lui-même. Oui. le fameux si aime ça, il va s'arranger. C'est ça. Non, là, il te le donne. Fait que moi, je trouve que c'est plus facile de... C'est du monde qui tripe histoire, mais qui n'ont pas nécessairement le goût, le temps d'aller faire plein d'autres lectures. Puis ceux qui font des lectures, après ça, ils peuvent rajouter ce qu'ils veulent là-dedans. Mais en tout cas, c'est mieux pour introduire. Fait qu'avec la 3e édition... C'est facile de triper sur un moment de l'histoire parce que tu l'as vu dans une série comme Band of Brothers. Mais tu n'as aucune idée du contexte dans lequel Band of Brothers se passe. Ouais. Tu vas pas aller faire de recherche parce que tu n'as pas cette envie-là. Fait que tu vas te présenter à vouloir jouer quelque chose qui est représenté par Band of Brothers, puis tu n'auras pas le contexte. S'il te le donne dans le livre, s'il te l'explique, mais là, tout d'un coup, tu as l'inspiration de un, puis tu as les infos de l'autre. Ça, c'est le monde idéal. Parce que peu importe d'où tu viens, tu as tout ce que tu as besoin. Exactement. Puis je trouve que, il y a eu
la question a été lancée, je ne sais pas s'il est encore d'actualité. Je pense qu'il est encore d'actualité, mais en tout cas, le graying of the hobby, là, c'est-à-dire le vieillissement du hobby. Puis en historique, ça se voyait plus, mais je pense que il y a encore des jeunes qui sont intéressés par l'histoire, mais si tu leur facilites la vie en leur donnant des informations de base dans ton jeu, ben ça les aide à embarquer plus. Oui. Oui, parce que ce ne sera pas leur prof d'histoire à l'école qui va toujours être la meilleure personne pour pouvoir les inspirer. Des fois, oui. Il y en a des excellents. Des fois, oui, il y en a des excellents. Ça dépend des profs. Un prof passionné qui l'a, moi, c'est ça qui m'a donné le goût de l'histoire. Un prof passionné de français, ça peut me donner envie de corriger mes fautes d'orthographe. Et voilà. Fait qu'on arrive à la 3e édition. Ils ont décidé de changer ça. Ils mettent le peloton. On ne sait pas pour les sélecteurs d'opérations. Ça, c'est ma question qui reste en suspens. Que je vais peut-être avoir une réponse plus tard. Mais l'organisation d'armée de base, ils ont décidé de le changer. OK, fait qu'on n'est pas dans le peloton renforcé. C'est plus le peloton renforcé. Là, on fait un truc qui, à première vue, me semblait plus historique. Donc, focus encore. C'est une bataille, c'est des batailles d'infanterie. Fait que tu vas avoir un peloton de fusiliers. Un rifle platoon en anglais. Ouais. Et là, c'est un officier, 2 escouades d'infanterie, mais pas d'ingénieurs. Alors qu'avant, ça pouvait être des escouades d'ingénieurs qui sont souvent, c'est comme de l'élite, mais il peut y avoir des petits bonus. Là, c'est un officier, 2 escouades d'infanterie, avec des options qui sont 0 à 2 autres escouades d'infanterie, toujours pas d'ingénieurs. Puis des sous-options, infirmiers, observateurs, mortier léger, sniper, anti-tank, transport, c'est tout. Pas de tank, pas de ces autres options-là. Il n'y a pas d'ingénieur, il n'y a pas rien. Pas d'artillerie. En ayant un peloton comme ça, de fusiliers, ça t'ouvre pour aller chercher des pelotons spécialisés. OK. Puis là-dedans, tu vas avoir tes ingénieurs et ton artillerie. Armes lourdes, artillerie, peloton d'artillerie, où là, il faut que tu ailles chercher un officier puis deux machine gun, mortier ou machine gun ou mortier, puis après ça, tu peux aller chercher de l'artillerie dans les sous-options. Un peloton d'ingénieurs, c'est là que tu vas aller chercher tes ingénieurs. Fait qu'un officier, 2 ingénieurs, puis des options qui ont un lien avec les ingénieurs. Ça, je me suis trompé. Donc, excusez-moi. Heavy Weapon, c'est les mortiers, puis les mitrailleuses lourdes, mitrailleuses moyennes. Okay. Puis tu as le peloton d'artillerie, qui est la même chose, mais pour l'artillerie. Okay. Et le Armored Platoon, le peloton de tank, ouais, c'est ça. Où là, tu as comme un tank de commandement ou un véhicule de commandement avec un autre tank, puis là, 0 à 3 autres tanks. Fait que là, comparé avant. À quel point ça ressemble au Solar Auxilia. J'ai l'impression que tu me décris ce que moi je joue dans Horus Heresy. Et voilà. OK. Fait que là, tu peux. Tu sais, avant, tu aurais eu 0 ou 1 tank. Là, tu pourrais avoir 2 à 3 tanks dans ta liste. Un peu plus de tanks. Un peu plus de tanks. Ou un peu plus d'artillerie, ou un peu plus de ceci, de cela. Mais ça, c'est en considérant que c'est la liste généraliste, peu importe l'époque, le moment de la guerre que tu joues. C'est ça. Fait qu'on sait pas si... Ben, je soupçonne que les Theater Selectors, ils vont juste te dire, dans ton Rifle Platoon, c'est quoi que tu as à cette époque-là. Oui. Dans ton Armored Platoon, c'est quoi les tanks que tu as à cette époque-là. Mais je pense qu'ils vont avoir la même structure. Mais d'avoir la même structure, mais de mettre les limitations sur ce que tu devrais pouvoir avoir droit selon le moment historique que tu joues, avec la campagne que tu joues, ça ressemble à ce que vous aviez avant. Oui. Dans Bolt Action. Parce que ça remplit le même objectif. Le livre est généraliste parce qu'il veut permettre à tout le monde de pouvoir toucher comme ils veulent. On a déjà parlé, toi et moi, Bolt Action a des tournois qui sont faits dans un but plus match-play. Joue ce que tu veux, mets ça ensemble, merci, bonsoir. Puis il y en a d'autres qui vont jouer plus historique, qui va être un petit peu plus le côté narratif de la chose, que là, ça va être, bon, on va mettre des limitations, on va se jaser avant pour pouvoir choisir qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre. Ouais. Puis après ça, tu aurais le Theater of War que tu mentionnes, qui est vraiment comme, je te dis la campagne que tu joues, je te dis ce que tu as le droit de mettre, ce que tu n'as pas le droit de mettre. C'est quelque chose qu'on voit en ce moment dans le Wargame qui se propage de plus en plus. Bon, je pense qu'en ayant Games Workshop comme étant comme le monstre qui dicte bien des affaires, automatiquement, je pense qu'il y a des compagnies qui se disent comment est-ce que nous, à notre saveur, on peut avoir quelque chose qui lui ressemble, mais qui n'est pas exactement ça, parce que nous, on a besoin de remplir un autre mandat. Mm-hmm. Je trouve que ça
Je joue pas à Bolt Action. Mais je trouve que ça respecte une philosophie qui semblait être tirée de la deuxième. C'est pas très différent, selon moi. Les résultats sont un peu différents, mais la philosophie se tient. Ouais. Elle accomplit le même objectif qu'elle avait avant, qui était de desservir un maximum de gens, peu importe l'époque que tu jouais. Fait que ça, je trouve que c'est une bonne chose pour tout le monde. Ben oui, puis dans l'article, ils disent, quand ils ont revisité ça, ils voulaient que les collections actuelles des gens soient jouables dans la nouvelle édition, ou que s'il y avait des changements, que ce soit mineur. Fait que quand tu regardes les chiffres, c'est faisable. Là. Oui, puis en même temps, quelqu'un qui jouait avec 0 tank avant, maintenant a le droit à plus de tank. C'est ça. Fait que quelqu'un qui jouerait plus match play, on prend, on joue, on fait des pick-up games entre nous autres. Ben là, maintenant, il y a des raisons de s'acheter des tanks. Ben c'est ça, fait avant, que la compagnie fait plus d'argent. Si t'es on va s'entendre, on en parle souvent, mais je pense qu'on devrait en parler plus. Il y a plein d'approches du jeu. Ouais. Puis t'as des gens qui, leur approche, c'est je collectionne une armée, une liste que j'ai écrite d'avance, puis après ça, je suis allé acheter si j'en avais besoin, puis je joue ça. Fait que c'est mon 2000 points. C'est ça que je fais. Le monde qui faisait ça avant, généralement, il n'y avait pas plus qu'un tank. Parce que t'avais 0, 1 tank. Ouais, c'est ça. Là, ça se peut qu'il se retrouve à être obligé d'aller en chercher un deuxième pour avoir un véhicule de commandement. S'il ne voulait pas déroger, bon, ben, c'est plate pour lui, il va falloir qu'il fasse une modification. Ou s'il avait toujours voulu avoir plus de tanks, mais parce que un peloton, ça ne lui permettait pas d'avoir plus qu'un tank, ben là, il va pouvoir aller chercher le tank de plus. Ben oui. Ben, là, la compagnie se permet de pouvoir vendre plus de stock. Ouais. Tout en invalidant pas ce qui se faisait avant ou que très peu. Ouais. Ce qui n'est pas, encore une fois, approche différente de Games Workshop malgré la structure similaire. Ou est-ce qu'il y en a un qui est hey, je suis désolé, à partir de maintenant, c'est comme ça que tu vas devoir former ton armée. Mais voyons, ma liste, elle fonctionne même plus. Il faudrait que tu t'achètes d'autres boîtes. Désolé. Là, maintenant, il semble avoir beaucoup moins de ça. Il y a plus d'ouverture vers si avant, tu n'en avais pas, ben maintenant, tu as des raisons d'en avoir. Ouais. Tu n'es pas obligé la majorité du temps. Je trouve ça cool. Je regardais un peu les commentaires. Ce qui ressort, ben, c'est que là, avant, tu avais un peloton, donc un officier. Tu pouvais aller chercher un officier supérieur en dessous, là, mais là, ça te prend un officier par peloton. Là, il y a des gens qui utilisent le fameux mot de taxe. Il y a la nouvelle taxe d'officier. Ben, t'as besoin de plus d'officiers, mais en même temps, il y a une certaine logique. Là, ton peloton, il est dirigé par un officier. Il y a quelqu'un qui donne des ordres, là, fait que ça a du sens. Eh non, mais si moi, réparer mon asphalte dans la rue, ça me prend des cols bleus avec un chapeau blanc pour pouvoir dire au monde quoi faire, quoi pas faire, là. À un moment donné, ça prend un leader sur le chantier qui dit aux gens quoi faire. À la guerre, je peux pas croire qu'il n'y avait pas un autre genre de casse-bleu qui disait aux gens quoi faire. Noé qui a un dos tout seul avec un Vox là-bas qui dit aux gens quoi faire, puis la troupe qui est là-bas a fait « Quoi? Je pense qu'on sait ce qu'il a dit. » Oui, il y a des bombes, puis il y a plein d'affaires qui passent, mais on sait exactement ce qu'il a dit, puis ce qu'il voulait, puis on a compris les nuances. Mm-hmm. Non, puis en même temps, je veux dire, là, tu me diras si je me trompe, là, mais dans Bolt Action, pour pouvoir faire un officier, tu pourrais prendre une boîte de figurines que tu trouves qui représente bien un officier, puis juste faire un officier avec. Dans ta boîte d'infanterie, tu as les bits. C'est ça. Tu as la casquette, là. Tu peux. De la casquette, je pense pas qu'il doit avoir quelque chose de vraiment... Peut-être que je me trompe, là. Mais tu sais, le Space Marine a genre une shit tonne d'options, puis il faut absolument qu'il ait l'air d'un capitaine, parce que c'est un capitaine, il faut absolument qu'il ait l'air d'un lieutenant, parce que c'est un lieutenant, mais au bout de la ligne, c'est très précis ce que tu peux faire avec. Malgré le fait que c'est large. Là, ton officier, ça pourrait être un dude avec une calotte, ça pourrait être un autre dude avec un cigare, ça pourrait être un autre dude avec une cape, ça pourrait être un autre dude avec des chevrons sur le côté, ça pourrait être... Je veux dire, tu pourrais faire ce que tu veux, là, non? Oui, tant que tu respectes le contexte historique. Évidemment. Je suis d'accord avec tout ça. Mais je pense que les cigares, c'est universel. Oui, le cigare, ça serait bon parce que tu as des officiers, tu as des photos d'officiers avec le cigare, fait que c'est une bonne idée. Oh, oui. Fait que tu sais, tout ça, ça se fait avec du green stuff, puis ça se fait comme... Ah, il y a même des bits. Il y a des bits. Ce que je veux dire, c'est que c'est très accessible. Fait que la taxe est... C'est encore une fois le calcul point, puis comme je veux mettre ça, puis là j'ai besoin de mettre ça. Puis... Fait que là, c'est on change ma liste, puis on me taxe à devoir faire X ou Y. Puis là,
à voir dans la prochaine édition, mais les officiers avaient une fonction intéressante dans Bolt Action où ils te permettent d'activer une autre unité. Ou selon son grade, plus qu'une autre unité. En tout cas, il y a des bonus au moral, puis des bonus d'activation. Fait que il y avait une fonction intéressante. Là. Oui, oui, oui. Fait que c'est. OK. Là, je suis comme curieux, David. Peut-être que je déroge complètement, OK? Si moi, quand je joue à Age of Sigmar, à 4K ou à l'Horus Heresy, je dis les points, on s'en sert. La structure, pour le scénario qu'on essaie de raconter, pour l'histoire qu'on essaie de raconter, on peut la changer. Au niveau historique, c'est très proche de narratif, là, on s'entend, là, parce que à quelque part, on se rapproche. Là. Ce serait pas possible de juste dire comme ben, tu pourrais avoir 3 officiers au lieu de 6. Ça serait correct pour l'histoire qu'on essaie de se raconter. Oui. La structure est différente pour ton armée à toi. Dans ce moment de l'histoire-là, il y a eu 2 assassinats, fait que ça expliquerait pourquoi il y aurait moins d'officiers de ton bord. Fait que pourquoi est-ce qu'on parle de taxes ici alors qu'on joue un jeu qui est pas mal plus proche du narratif historique que Warhammer League? Je pense que c'est au niveau du compétitif, là, où on recherche quelque chose de cadré puis de pareil partout. Là. Standardisé. Deuxième question. Ouais. Deuxième question. Mettons, mettons, t'es un joueur compétitif. Je sais, c'est drôle. Je le dis avec un sourire, puis je pas. Mais mettons que je suis un joueur compétitif qui aime ça la structure, puis j'aime ça les affaires qui sont vraiment cadrées, tu sais, puis qu'on me dise quoi faire. Mettons. Si tout le monde paye la même taxe, c'est pas équilibré? Oui. Donc, c'est balancé. C'est-tu vraiment une taxe si tout le monde paye la même affaire? Ben, c'est que si tu veux ça, si tu veux ton unité, t'as pas le choix d'aller en chercher une. Je pense que c'est là l'idée de la taxe, mais tout le monde le fait, oui. C'est une taxe comparée à ce que tu devais faire avant. Oui. Mais le avant n'existe plus. Bienvenue en ville, 3e édition. Si tu veux jouer la 3e édition, parce que tu pourrais toujours jouer la 2e, hein? Ça, c'est le discours qui revient pour tous les joueurs de Warhammer depuis Forever. En théorie, c'est plus facile de revenir à une autre édition d'avant parce que t'as pas d'invention de nouveaux modèles. Là. Ben oui! c'est ça qui me fait. Je me dis, l'option de jouer ce qu'il y avait avant a jamais été aussi grande que ce qu'elle est en ce moment. Fait que si t'es vraiment insatisfait, tu veux jouer ce qu'il y a avant, tu peux, les options sont toutes là. Si tu décides de bouger à l'autre d'après, la seule taxe qui existe, c'est comparé aux options qui étaient précédemment présentes. Mais tu as décidé de move on à l'autre. Ouais. Et dans la prochaine, tout le monde paye 5 $. T'as raison, avant, on payait pas 5 $. Mais maintenant, avec ce 5 $-là, tout est balancé, tout le monde est pareil. C'est un peu comme... Ben, ça répond à l'objectif du tournoi balancé, que tout le monde fait la même affaire. On est encore dans la même lignée de pensée. Dans ta boîte que tu as déjà achetée, il y a déjà des officiers dedans, plein de fois, avec plein de bits. Ça ne coûte pas vraiment beaucoup plus cher. Je peux pas croire que tu n'as pas des officiers qui traînent ici et là. Dans ta collection. Je veux dire, si moi j'ai des lieutenants Space Marine qui traînent dans ma collection, je peux pas croire qu'il n'y a pas d'officiers qui traînent dans la collection des gens. Ou que l'achat d'une boîte à 30-40$ n'est pas suffisant pour pouvoir te faire plein d'officiers. Ben oui. Et que ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. C'était mon... Ben oui. Mais attends, je pense que ça va t'intéresser l'autre aussi. Dans les commentaires. Je t'ai intéressé, là. C'est juste que là, je m'attends à ce qu'il y ait des joueurs de Bolt Action qui te connaissent. On va faire comme lui, c'est qui, lui? C'est bien de la chenoute à lui qui se la farme. Il va même pas jouer à notre jeu. C'est quoi son point de vue? Lui, on s'en fout. Mais bon. Fait que là, dans les commentaires, j'en ai vu une couple. C'est intéressant. De gens qui disaient, entre autres, il y en a un qui dit « J'aime la Nouvelle Liberté, mais j'aime pas la Nouvelle Liberté. » Puis là, qui explique que lui, il jouait à 40 000 avant. Ah, OK. Qu'une raison pourquoi il a quitté 40 000, c'était la liberté à un moment donné qui a explosé dans 40 000 de mettre ce que tu voulais. Ouais. Puis là, le meta-chasing, puis là, que les gens faisaient... Ils allaient juste optimiser à fond leur liste. Il disait qu'avant que le Reinforced Platoon, qui était quand même plus limité, c'est 0-1, 0-1, 0-1, t'avais moins besoin de faire ça. Là, il a peur il y avait des choix. En ayant trop de choix, ben, il se retrouve à jouer contre du monde qui, eux, vont faire comme « Hey, je
Je peux juste prendre les meilleures options. Je peux prendre 3 fois le King Tiger allemand, qui est le pire tank, qui fait peur, tout ça, que généralement, il n'y en avait pas tant que ça sur le champ de bataille, mais vu que c'est le meilleur tank que tout le monde met. Ouais, c'est un peu comme les Melta, tu sais. C'est ça. À un moment donné, des Melta, il y en a combien dans l'Imperium? On ne sait pas, mais Christy que c'est étable, il y en a plein, par exemple. J'exagère. Mais ouais, je comprends. Ben oui, c'est ça. Je trouvais ça intéressant qu'il y a des gens qui avaient quitté 40 000 parce qu'ils n'aimaient pas ça, de se retrouver à se battre contre du monde qui faisait juste optimiser puis prendre tout le temps le meilleur. Puis que là, ils se disent, oh, j'ai peur que ça arrive maintenant dans mon nouveau jeu. Parce qu'il y a cette plus grande liberté-là de choisir, hein, ou de mettre des choses. Ben, c'est vrai que je trouve ça vraiment magnifique à quel point est-ce que la même conversation que je peux avoir dans un jeu fantastique qui a clairement pris une tangente tournoi, voire un 40K, je peux l'avoir dans un jeu historique comme Bolt Action. Mais c'est parce que c'est là que ça prouve que c'est l'intention du joueur qui va décider de c'est quoi l'expérience de jeu qu'il va avoir. Si l'intention du joueur, c'est de jouer quelque chose de compétitif, automatiquement, il va y avoir une maximisation qui va se faire. Fait que c'est la structure qui va décider de ce qui est autorisé d'être maximisé. Donc, c'est normal que cette personne-là se dise « Je ne suis pas satisfait du changement parce que vu qu'on a changé la structure, on va maximiser différemment. » Ouais. C'est une peur tout à fait rationnelle et normale et réaliste. D'un autre côté, la maximisation existait avant aussi. Oui. Elle était juste différente, mais elle existait aussi. Fait que je me dis, ça va être la même intention. Elle va se manifester d'une façon un peu différente, mais je suis pas certain à quel point, ça c'est mon dilemme intérieur, là, mais je suis pas certain à quel point est-ce qu'une compagnie peut te donner la structure dont tu as besoin pour faire quelque chose de compétitif qui n'est pas maximal. Quelle structure ils peuvent mettre en place pour t'empêcher de faire ce que tu aimes faire quand ton intention de départ, c'est de faire ça? Mis à part de te dire, c'est 0 pour toi. Parce que toi, t'es pas capable de te gérer. Je suis comme toujours un peu abasourdi parce que c'est comme si on disait, ben vu que moi, je vais me gérer, l'autre, peut-être qu'il va pas se gérer, je vais maximiser mes affaires parce que j'ai peur que l'autre maximise aussi. Si l'autre n'a pas maximisé, je vais le savoir pour la prochaine fois. Fait qu'on a peur que quelque chose arrive. Le changement fait peur parce qu'il va arriver des affaires, mais pour moi, ça arrivait avant, c'était juste d'autres choses qui arrivaient avant. Ouais. Mais tu vois, moi, j'aime ça. J'aime quand la compagnie me dit comment faire une armée. Ouais. Mais parce qu'elle me dit comment faire une armée dans ce contexte-là. Fait que dans la Deuxième Guerre mondiale, comment faire une armée dans le nord de l'Afrique en 1941, comment faire une armée du débarquement de Normandie. J'aime ça parce que ça m'aide, puis ça rend ça plus facile, puis moi, je trippe. Ouais. Puis après ça, je vais sûrement aller lire des livres. Mais si tu me mets qu'il faut que moi, je trouve la structure avant, ça se peut que ça prenne plus de temps que je joue au jeu. Ça me le facilite. Mais quand il y a trop de liberté, je vais donner un exemple que j'ai vécu que j'avais pas full aimé. Je pense que c'était dans la 8e édition de 40 000. Mm-hmm. Où je jouais les Thousand Suns à l'époque. Mm-hmm. Là, j'avais de la misère. Mais je m'étais retrouvé contre des armées assez fortes et optimisées. Puis, encore une fois, c'est pas ma force. Fait que j'arrivais pas à côté le joueur contre qui je jouais. Là, le joueur contre qui je jouais me dit « Hey! Elle est bonne ton armée, check! Voici les listes de tournois qui ont gagné, puis il y a une liste de Thousand Suns dedans. » Okay. Je suis comme, ok, ben je vais regarder. Tu sais, mettons que j'ai peut-être quelque chose que j'ai pas compris. Puis la liste de Thousand Suns qu'il y a dans le top 10 des armées qui ont gagné des tournois à ce moment-là, je pense que cette chaîne-là n'existe plus, mais il y avait une chaîne qui prenait toutes les listes et qui te montrait ce qu'il y a dedans. Puis il y avait genre. C'est malheureusement pas Bell of Lost Souls, j'imagine, parce que ça existe encore. Mais il y avait plus de princes démons dans la liste Thousand Suns que de rubriques. Ouais. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, mais oui, mais si je joue les Thousand Suns, c'est pour jouer des rubriques, c'est pour jouer des sorciers. Des gens qui n'ont pas muté à cause de la rubrique, ou qui c'est de la poussière à cause de la rubrique, mais pas quelqu'un qui a muté pour devenir un prince démon, ou en tout cas pas plus ça que du reste. Ben oui. Fait que ce que tu es en train de me montrer, c'est la liberté de jouer Thousand Suns fait que ça ressemble pas à une armée de Thousand Suns. Mais est-ce qu'il y a
une façon que la compagnie aurait pu mettre une structure autour du fait que les Thousand Sons doivent rester les Thousand Sons et que ça aurait été une armée qui aurait été intéressante pour la personne compétitive? C'est une excellente question. Ben, c'est là qu'on se retrouve à l'exemple que j'ai tantôt, tu sais. Est-ce qu'il est préférable de mettre une structure, et j'ai rien contre la structure, je vais donner un exemple. Les End Times étaient dans mes livres préférés. Les End Times avaient des listes avec des scénarios, puis ils te disaient combien de chevaliers tu peux jouer. Je me rappelle très bien, là, il y avait un des scénarios avec Malus Darkblade, où est-ce qu'il disait que c'était genre 65 Cold One Nights. Ouais. Puis je m'étais dit, shit, je vais jouer 65 Cold One Nights avec Malus Darkblade à la tête. Ça va être malade. Je me suis jamais rendu, là, parce qu'ils ont joué Warhammer Fantasy, fait que j'ai move on. Mais ça, j'ai aucun problème avec le fait de jouer ça, parce que dans l'histoire, c'est ça l'histoire qu'on racontait, c'était ça l'objectif. Au même principe que je vais avoir tendance, quand on va choisir certains moments de l'histoire, à me dire mais maintenant, on parlait des Châteaux de Legion, toi puis moi. Ouais. Les Châteaux de Legion dans l'Horus Hérésie. Les règles de l'Horus Hérésie te disent que les Châteaux de Legion ne peuvent pas avoir de unit spécifique, qui sont des spécialistes dans leur propre légion. Fait que, mettons, les Fire Drake sont des Terminators Salamander. Tu peux pas en avoir dans ta Château de Legion. Alors que dans les romans, tu as dans les Châteaux de Legion des spécialistes des Riven Guard, des spécialistes des Iron Hands, des spécialistes des Salamandres. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais il y en a. Puis là, quand je t'en ai parlé, tu m'as dit que c'est peut-être une question aussi de balance de règles. Ou est-ce que de balancer les règles, de mettre un Terminator Fire Drake, un Terminator Iron Hands, 2 Terminator Riven Guard, est-ce que tout ça, c'est pas un peu comme chaotique, c'est difficile à balancer? C'est une super bonne réponse, à laquelle, si je m'en rappelle bien, j'ai répondu, mais je m'en calisse de Mais si tu le sors... Je pense que tu m'as craché au visage et tu as juste arrêté de me parler. C'est vrai, je me rappelle, je promenais mon chien dehors et j'avais avalé un maringouin. Mais c'était pas toi, j'ai juste craché le maringouin. Mais tout ça pour dire que même moi, quand que je fais mes listes, j'ai tendance à faire mes listes selon quelle histoire que j'essaie de raconter à ce moment-là, puis est-ce que ça a du sens qu'il y ait autant de Terminators? Est-ce que ça a du sens qu'il y ait autant de tanks? Est-ce que ça a du sens que telle affaire ou telle affaire? Un exemple très simple aussi que je peux donner. En ce moment, dans Age of Sigmar 4.0, le nouveau War Scroll de Gardius Steel Soul est sorti. J'avais très hâte de voir, parce que c'est le seul personnage qu'on a des Hollow Knight. Puis là, les Hollow Knight sont rendus comme top important, vu qu'ils sont rendus les poster boys. Fait que je me suis dit, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont faire Gardius Steel Soul. Le bonus de Gardius Steel Soul, c'est à la charge. Alors que le bonus dans les romans de Gardius Steel Soul, c'est qu'il soigne les gens autour de lui. Ah, ok. Jamais il est meilleur à charger quoi que ce soit. Jamais. Ça a jamais... Il est cool. Il est cool. Mais sa bénédiction, son bonus, c'est qu'il peut purifier ton armure, ton âme et ton corps. C'est ça qu'il peut faire, parce qu'il est un paladin angélique. Le côté charge plus efficace parce qu'il est là, je suis un peu comme, ça pourrait être n'importe qui d'autre que lui. Ça serait correct, je dirais rien. Mais le bonus des romans est même pas dans ses règles. Fait que ça m'a shafté bien raide. Mais ce que je veux dire par là, c'est, je me demande si je vais l'utiliser dans mon armée. Alors qu'il est mon personnage dans mes romans de mon armée. Parce que je suis un peu comme, mais c'est pas ça qui était. Ah. Fait que le fait, quand tu bâtis ta liste de... J'imagine que ça doit être la même chose pour Bolt Action, comme ça dépend de ton intention. Si toi, au départ, tu jouais à la Deuxième Guerre mondiale, puis tu jouais à Débarquement de Normandie avec une liste préétablie, puis il y a quelqu'un qui arrivait de l'autre bord, puis qui te dirait, mettons, toi, c'est une liste préétablie que toi, tu as choisie, mais le scénario ne le dicte pas. OK? Toi, tu as choisi une liste préétablie qui fit avec l'histoire parce que tu es allé lire les livres, puis il y avait tant d'artillerie, il y avait tant de bateaux, il y avait tant de riflemen. Ouais. Puis la personne de l'autre côté, elle arrive avec une liste custom qu'elle a faite à son goût avec les affaires les plus abusives possibles. Les règles, ils permettent ce que toi tu fais.
Les règles permettent ce que lui, il fait. La conversation va devoir avoir lieu pareil. Mm-hmm. Que ce soit avant, pendant ou après. Si toi, tu maximises tout, et que lui maximise tout, votre intention est exactement la même. Oui. Donc, que ce soit 0,1 ou 0,3, l'intention est la même. On part de la même place, on s'en va à la même place. Dans l'exemple que j'ai donné avant, vous n'alliez pas à la même place. Fait que vous n'allez pas être satisfait de ce game-là. Ouais. Au même principe que toi, avec la liste de Demon Prince, il y a des gens qui nous ont écoutés en ce moment qui ont probablement déjà joué le Flying Circus. C'est comme ça que les gens l'appelaient, là, c'était le Flying Circus. Mais c'était très populaire à l'époque, c'était de jouer plein de Demon Prince qui volent. Moi, personnellement, il n'y avait rien qui me donnait mal au cœur à ce point-là, parce que j'étais comme, il n'y a pas de Word Bearer à la table. Ouais. Comment? Tu joues rien. Tu joues rien. Comme, même tes bonhommes sont pas à la table. Comme, arrête de niaiser, là. C'est comme les gens qui jouaient des armées d'avions qui n'étaient pas à la table au début. Puis j'étais comme, mais la personne joue contre quoi? Ben, contre mes avions. Tes avions sont où? Ils sont pas à la table encore. OK, fait qu'il joue tout seul jusqu'à temps que tu tires dessus. Ouais, mais après ça, je m'en vais de la table. Ben, c'est pas de jouer contre toi. T'as raison, c'est dans les règles. Ouais. T'as raison, il n'y a personne qui va venir te voir pour venir te dire que t'as pas le droit. Mais à un moment donné, à quel point la compagnie est responsable de venir te pointer du doigt pour dire que t'es pas assez mature pour jouer à ce jeu-là. Sois mature, sois conscient de ton intention, nomme-les à l'autre personne. Si l'autre personne, comme toi, dit « Moi, je joue la liste débarquement de Normandie, c'est ce que j'ai envie de jouer, ça te tente-tu de jouer avec moi? » Aie la décence humaine de dire « Je ne vais pas rouler sur la personne qui m'a clairement dit ce qu'elle allait jouer. » S'il te plaît, comme... Puis là, je peux même pas croire qu'il faut que je le dise. Mais ça a l'air qu'il faut le dire parce qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils l'entendent. Mm-hmm. C'est ça qui fait en sorte que les games, des fois, sont magiques. C'est quand tu rencontres quelqu'un qui a la même intention que toi. Des fois, tu n'as pas besoin de le dire. C'est vrai. Des fois, ça arrive, tu rencontres un perfect match. C'est une première date. Vous avez déjà les premières passions qui sont similaires. Les conversations sont fluides. Les choses vont bien. Puis là, tu fais « Shit, c'était-tu une belle première date, ça? » Et ça, c'est une genre de pick-up game ou une game organisée qui, des fois, est magique. Tu n'as pas trop besoin de partager l'info puis les gens pensent directement comme toi. Dans le club de jeux de figurines historiques, je suis sûr que vous avez comme une panoplie de gens qui pensent différemment. De prendre une partie de ces gens-là qui pensent comme B puis de les mettre avec les gens qui pensent comme A, pas certain que c'est la meilleure décision qui peut exister. Pas toujours. Puis je comprends l'idée de vouloir dire on est un club, on est un groupe, on est inclusif, tout le monde est pareil. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens qui trippent toute sa littérature et trippent pas ces mêmes auteurs. Ouais. Il y a des gens qui trippent ses mathématiques, puis il y a des gens qui haïssent Pythagore. Bon, c'est un exemple un peu tiré par les cheveux, là. Peut-être un petit peu pointu comme exemple. Oh, bravo! Merci. Mais tout ça pour dire que, pour moi, c'est plus l'intention qui va déclarer à savoir au départ avec qui est-ce que tu devrais jouer, puis comment est-ce que tu veux jouer, puis comment la personne est prête à t'adapter ou toi, tu es prête à t'adapter. Si c'est un tournoi de Bolt Action, puis tu te présentes là avec une liste qui est une liste de débarquement de Normandie, puis dis-moi, ma liste est thématique, je suis content de la jouer, je l'aime. Mais tu sais que tu es dans un tournoi où les gens sont là pour gagner un prix, te mets peut-être en position défavorable. Parce que l'intention de l'activité, c'est un tournoi compétitif. Et toi, tu te présentes là avec une autre intention. Là, c'est toi qui s'est mis dans cette position. Mais les organisateurs du tournoi pourraient dire, nous, on fait un tournoi de Bolt Action, mais qui se passe en 41. Oui! Fait que là, on accepte que les listes qui ont de 41. Oui! Et là, tu mets un contexte clair pour tout le monde. C'est ça. Oui. Et là, ce que ça peut générer, puis encore une fois, je pense que c'est parce que les gens ont de la difficulté à voir qu'il y a plusieurs façons de jouer, c'est des gens qui vont dire, c'est pas juste, vous n'êtes pas inclusif. Ben, c'est vrai, parce que c'est pas une nécessité. Tu inclus les gens qui jouent les listes d'armées qui fit avec 1941. Ouais, mais tu donc, vois, c'est inclusif de tout le monde qui veut bien participer. Je t'oblige pas à rien acheter. Non, c'est ça. Mais c'est que souvent, si tu essaies de retourner l'argument en disant, OK, mais la personne qui fait un tournoi ouvert, elle laisse la personne avec la liste de début de guerre venir. Mais dans les faits, ce qu'elle dit, c'est ton problème que ta liste ne marchera pas. Ben oui, c'est à toi de t'adapter à l'objectif de l'événement.
C'est le oui, même message mais pour les deux. Fait que dans le fond, il y a une restriction non dite qui est ben, si je joue à tout, t'es mieux d'amener une liste de fin de guerre. Oui, ou d'accepter que tu n'auras pas ce que tu veux si ce que tu viens chercher, c'est la victoire. Ouais. Mais L'adaptation pour est moi, dans il y tes a attentes. l'illusion que celle-là est plus inclusive. C'est pas nécessairement vrai qu'elle est plus inclusive parce qu'elle met des barrières invisibles aux autres. Oui, puis encore une fois, pour moi, dire là, je suis pas un spécialiste de la guerre de la guerre mondiale, ok? Mais si on dit 1941, Bolt Action, 3e édition, ça c'est l'organigramme actuel. Là, comment t'appelles ça? C'est quoi le nom du détachement? Les pelotons? Ça? Les pelotons. Ça, c'est les pelotons qui sont autorisés. Ça, c'est les choses que vous pouvez jouer. C'est 1941, on accepte ces sortes d'armées-là. Il y a quand même plein de choix, j'imagine. Là. Ben oui. Il doit y avoir plein de choix de pays, avec plein de choix de listes possibles. T'as raison. Peut-être que tu pourras pas amener ton Tiger Shark super méga spécial des Power Rangers, là. Mais tu pourras peut-être pas amener ça parce qu'il n'était pas disponible en 1941. C'est vrai, c'est triste. Il est dans ta collection. C'est vrai, c'est triste. Tu aimerais ça jouer avec. Il y a un Game Night jeudi prochain, samedi prochain, lundi prochain, mercredi prochain, dans 2 semaines, dans 1 mois. Tu l'amèneras. Tu joueras à ce moment-là. L'événement qu'on fait en ce moment, pour moi, l'inclusivité, elle existe tant aussi longtemps qu'elle respecte un peu le but de l'événement. Je fais un événement disco pour l'Halloween, puis tu te pointes habillé en Goofy de Walt Disney. Là. Je t'aime bien, mais ton Goofy, il est mieux d'être disco. Parce que si c'est juste Goofy, t'es pas dans le thème. Tu descends le plaisir de tout le monde autour de toi. Comme, c'est respecter les autres, ça aussi. Si je vais jouer au hockey, ben je vais jouer au hockey. Je même pas mon bat de baseball. Je vais jouer le même sport que tout le monde qui est là-bas. Pour la même raison que moi, qui est un joueur plus narratif, si je participe à un tournoi, je vais quand même garder ma bonne humeur, je vais quand même garder qui je suis, mais je vais pas commencer à critiquer les listes non thématiques de tout le monde en leur disant « pas très très narratif, ta liste de Thousand Suns avec 8 Demon Prince. » C'est à moi de m'adapter dans l'événement dans lequel est-ce que je m'en vais. Ou à l'événement de me dire ce qu'il attend de moi. Oui. Si l'événement me dit ce qu'il attend de moi, c'est à moi de choisir si je veux m'adapter à ça ou si je veux pas. C'est tout. Et ça, pour moi, c'est une question de respect envers tout le monde. Respect envers l'organisateur, respect envers l'équipe, respect envers les participants, respect envers soi-même. Pas obligé de compliqué. Là. J'ai-tu envie de jouer ce qui se passe en 1941 ou j'ai pas envie? Ben oui. Si j'ai envie, puis il faut que je dépense de l'argent, ça va me faire plaisir. J'aime ça faire du hobby. M'en dépenser de l'argent. J'ai pas envie de dépenser d'argent, j'aime pas ça, ou je me sens heurté parce que j'ai pas l'impression qu'on me laisse jouer ce que je voudrais jouer. Tu as le droit d'être heurté. Nomme-le. Comprends que c'est pas personnel parce que personne qui a dit « Toi, t'as pas le droit de venir à notre événement puis on a fait ces règlements-là juste pour toi. Hein? » C'est pas ça qu'on a fait. On a mis cette limite-là parce que c'est ça qu'on a envie de faire. C'est pas un stress, ça. Ben non. C'est pas toi le problème. C'est pas à toi qu'on a dit non. C'est à ça qu'on a dit oui. Bon, peut-être que c'est intense un peu comme explication. J'ai aucune idée c'est là que vous êtes allé. Je suis parti sur un rant. Encore une fois, les gens qui nous écoutent, qui jouent aux historiques, si vous m'écoutez et vous êtes comme « Oh my God, ça n'a aucun sens ce qu'il dit », je m'excuse. Je suis vraiment désolé, je ne voulais pas blesser personne. Mais ça donne un bon show! Non, mais tant mieux. Mais ce que je pense que ça s'applique dans tout. Oui, ben oui. Ça s'applique dans tout. Dans Warhammer Fantasy, on avait la même affaire à l'époque, à 8e édition. Warhammer 40K avait la même affaire à 7e édition. Ça s'applique dans tout. Deuxième article. OK, vas-y. Le deuxième article, ça nous parle des mitrailleuses. Donc, dans Bolt Action, ou dans la Deuxième Guerre mondiale, tu avais la mitrailleuse légère, moyenne ou lourde. Généralement, il y a au moins 2 personnes là-dessus. OK. Ça peut représenter des armes de différents calibres. Comme les Anglais, il y avait le Bren Gun puis le Vickers. Donc le Bren, je pense, c'était la mitrailleuse légère. Le Vickers, c'est la mitrailleuse moyenne. Mais chez les Allemands, par exemple, la mitrailleuse MG42, c'était autant leur mitrailleuse légère que leur mitrailleuse moyenne. Puis la différence, c'est que, par exemple, quand on parle de mitrailleuse moyenne, c'est qu'il va y avoir 3 servants. Donc le gars qui
tient la mitrailleuse, un gars qui donne les munitions, l'autre, je sais pas trop ce qu'il fait, mais il aide à gérer ça. Et la mitrailleuse lourde va être sur un trépied, là où la mitrailleuse légère, peut être la même mitrailleuse encore une fois, mais sur un bipied. Donc, le support va être plus stable. Ce qui donne un rythme de feu, parce qu'il y a plus de monde qui donne des balles et tout ça. Puis qui est sur un trépied, fait qu'il est stable. C'est ça, fait qu'il y a un meilleur tir. Mais donc, ils sont classés comme ça. Puis, ça a un impact sur le jeu. Donc, dans la deuxième édition, la critique qui revenait souvent, c'était que la mitrailleuse moyenne n'avait pas assez d'impact. Souvent, c'est lié à l'argument coût en points. Je paye tant de points, mais son impact comparé à la mitrailleuse légère est tellement bas que tant qu'à ça, je vais juste gérer avec la mitrailleuse légère. Je comprends. Fait que là, on enlève l'argument de jouer la deuxième affaire. C'est ça. Fait que la mitrailleuse moyenne, comparée à la légère, la légère, tu pouvais l'avoir dans ton escouade d'infanterie normale. Donc, fait que tu peux jouer plein de ça. Tu pouvais en avoir une par escouade d'infanterie, deux dans certains trucs allemands à une période de la guerre, mais... Il était sûrement abusif. C'est ça. Mais t'en as une dans ton escouade, fait qu'il y a plein de points de vie à tuer avant de tuer ta mitrailleuse. Là où ta mitrailleuse moyenne, c'est une unité, une escouade à elle tout seul. Fait que t'as 3 points de vie avant de la tuer. C'est plus durable. Puis la mitrailleuse moyenne, comme c'est un support plus stable, c'est un support qui bouge pas beaucoup, donc il y a un arc de feu, fait que t'es limité. Ah, fait que là, on a des limitations, en plus d'avoir moins de différences qui mériteraient que ce soit elle qu'on jouerait plus que l'autre. Puis elle avait 5 tirs au lieu de comparé à 4 de la mitrailleuse légère. Fait que juste un dé de plus de tirs. Je comprends. Fait que les gens disaient, elle a pas assez d'impact, ça donne pas envie de la jouer. C'est quand même impressionnant parce que moi, je trouve ça vraiment cool, une mitrailleuse sur pied avec des boules qui mettent une balle dedans. Je trouve ça vraiment bien. C'est un argument pour moi pour le jouer. Mais j'en ai peint un pour mon scénario puis j'étais vraiment content. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme sur une grosse base, puis j'ai comme mes modèles s'enlèvent individuellement pour enlever les points de vie. J'étais content. Puis il y avait aussi une méta qui s'était développée à cause de la façon dont les règles étaient faites. Les snipers, quand ils réussissaient à toucher puis à blesser, il y avait la règle dommage exceptionnel qui embarquait. Puis ça, normalement, c'est juste quand tu as un 6, je pense, pour blesser. Qui fait que l'adversaire choisit quelle figurine il enlève. Fait que là, dans la mitrailleuse moyenne, il enlevait la mitrailleuse. Ben oui. Puis les règles faisaient qu'ils expliquaient que les servants d'une mitrailleuse étaient... des fois, il y avait des petites armes, mais ils s'en servaient pas. Fait que quand la mitrailleuse n'était plus là, ils faisaient plus rien. Fait qu'ils disaient, tant qu'à ce qu'ils fassent plus rien, t'enlèves l'escouade au complet. Mais pourquoi t'enlèverais la mitrailleuse? Le dommage exceptionnel du sniper serait sur la tête d'un personnage, c'est pas ça. Sur les pattes de la mitrailleuse. De la façon dont c'est comme si le servant pouvait pas remplacer le mitrailleur. Non, mais Ça, j'avoue que je suis pas sûr de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est vraiment que lui était plus entraîné que les autres et qu'il faisait jamais ça? Ça me surprend. Ben oui, puis à la limite, donne une capacité de tir un petit peu moins grande à la personne qui remplace celui qui vient de mourir parce qu'il est moins entraîné. Mais il ne sert plus à rien. Mais c'est ça. Mais c'est pas 0%. Cette règle-là, elle existe. Tant que tu ne suivais pas le mitrailleur, si tu faisais juste enlever des points de vie à l'escouade de mitrailleuse, elle perdait de la cadence de tir. C'était fait pour représenter le fait que tu remplaçais les gens qui étaient autour du mitrailleur. C'est qu'il y en avait moins, il y avait ses balles moins vite, fait qu'il tirait moins. Fait que ça marchait. Mais là, c'est comme si le mitrailleur, s'il meurt, le gars qui tient les balles, il peut pas prendre sa place. Et non seulement il peut pas prendre sa place, mais il y a un pistolet, tout ça, fait qu'il s'en va. Il a oublié comment utiliser son pistolet en temps de guerre. C'était bizarre. Il disait que c'était... ça avait pas... je pense que l'idée, c'était pour simplifier le jeu. Comme un gars avec un pistolet, c'était pas si efficace, tant qu'à ça, enlève tout. Mais ça avait développé une méta où les gens contraient toutes tes mitrailleuses moyennes ou lourdes avec un sniper. Lui, il se plaçait de loin. Pop! Fini. Puis, c'est ça qui arrive. Fini. T'as comme un give and take dans la balance de ton jeu, dans la façon dont les choses sont faites, entre est-ce que tu veux complexifier des affaires avec plus de granularité ou est-ce que tu veux comme simplifier les trucs parce que tu te dis l'impact n'est pas assez grand. C'est ça. C'est un peu l'équivalent de, à l'époque, dans Warhammer Fantasy, les héros, tu pouvais les faire décoller du cheval parce que tu pouvais faire peur au cheval ou tu pouvais... Là, ça prenait le héros à pied par après. Tu pouvais tuer le cheval
le héros se retrouvait à pied, ou tu fais tuer le héros, puis là, le cheval, ben, il servait plus à rien, fait qu'il quittait le terrain. Mais la cavalerie en tant que telle, ils restaient toujours ensemble, fait qu'ils ont voulu simplifier les règles pour pas que tu ailles à appliquer les mêmes règles que pour un héros, pour tous les cavaliers, parce que là, ça finirait jamais. Mais Lord of the Rings, tu as des règles spéciales pour les cavaliers, puis là, il faut que tu les traites séparément. Il y a vraiment un give and take avec ce genre de règles-là, je pense, puis j'aime mieux que ça représente ce que ça raconte, mais je suis d'accord que si c'est fait dans un point où ça doit prendre plus de temps, à un moment donné, s'il y en a beaucoup sur la table parce que c'est une plus grosse game, le jeu en vaut pas la chandelle. Ou la mitrailleuse en vaut pas le sniper. Effectivement. Fait qu'est-ce qu'on fait pour gérer ça dans la 3e édition? Bon, OK, ils ont changé ça. OK. Fait qu'on passe de 5 tirs à 6 tirs pour la mitrailleuse moyenne. On rajoute un tir. Fait qu'on donne 2 tirs de plus que la légère. C'est ça. OK. On enlève la règle dommage exceptionnel, et là, c'est pas clair s'il l'enlève au sniper ou s'il l'enlève du jeu complètement. J'ai l'impression que c'est du jeu, mais ça pourrait être juste au sniper. Tu vas le savoir quand ça va arriver au mois de septembre. C'est ça. Par contre, là, tu avais des mitrailleuses moyennes qui étaient installées sur des véhicules. Oh, OK. Et là, ce que ça faisait dans la 2e édition, c'était que le monde se prenait avec leur véhicule, puis ils enlevaient des unités avec les 2 mitrailleuses, ou des fois 3 mitrailleuses qu'il y avait sur leur véhicule. Parce que ça se déplaçait super vite, puis là, ça tuait plein de monde. Là, ce que là, ils disent, ben là. Il y avait une mobilité puis une force de destruction plus grande que les unités d'infanterie. Ils ont là, dans l'article, ils expliquent, ils disent, ben, sûr, dans le fond, on a regardé ça, on a relu nos affaires, puis sur les véhicules, ben, c'était plus un tir de suppression qu'un tir précis, parce que le véhicule, il bouge. Ben oui, exact. Là, c'est plus puis, comme pour. Il y a des roches, puis c'est pas précis. C'est ça, pour t'empêcher d'avancer, te piner, que. Ouais, il est là pour déranger, puis tuer un peu de personne, mais. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est. On amène la MMG à. La mitrailleuse moyenne à 6 tirs. Mais quand c'est sur un véhicule, on le divise par 2. Ah, OK. Tu vois, je me serais attendu à une espèce de genre snapshot, comme dans le Horus Heresy, là, de genre... comme genre les armes lourdes, de genre tu tires, mais tu touches seulement sur des 6. Fait que... On n'a pas de détails. Mais dans l'article, ils disent on a essayé plein de façons. On a testé plein de règles. Okay. On s'est dit le plus simple, c'était le mieux. Ben, je suis d'accord que de couper de moitié, ça reste que ça va devenir 3 tirs, donc les légères qui sont à 4 deviennent quand même très intéressantes. Fait que là, c'est un give and take entre... Ben, si la légère... que 3 tirs en mouvement, c'est mieux que 4 tirs sur une infanterie? C'est ça. Ou si la légère est sur un véhicule, elle passe à 2. Ah, ben oui, c'est vrai, t'as raison. Sur ton véhicule, ta légère va être à 2 au lieu de 4. Puis ta lourde, ta moyenne, elle va être à 3 au lieu de 6. Puis j'imagine que tu dois toucher à peu près la moitié du temps avec les dés. Comme c'est pas du 2+. Là. Non, c'est ça. Fait que ça veut dire que tu peux toucher comme le 2/3 ou la moitié du temps avec ces guns-là. Fait que quand t'es rendu à tirer 2-3 tirs, tu te dis peut-être tirer une fois. OK. C'est pas la stratégie que c'était avant. Non, c'est ça. Parce que là, c'était un no-brainer, c'était 5 tirs ou 4 tirs. Blanc. 2-3 fois que je vais te toucher, ben c'est 2-3 gars de mort, ça. Ouais. Là, dans le scénario Rogue Heroes que j'avais essayé, les véhicules des SAS arrivent plus tard, mais ils ont des mitrailleuses moyennes dessus. Okay. Comme les SAS, il y avait bien de la misère, là. Il n'y avait pas beaucoup de troupes face aux Allemands, mais quand les véhicules rentraient, là, ça changeait la game de bord un peu. Là. Oui. Ben, c'est bon, cette idée de mettre moitié, c'est... Oui, mais tu vois la critique en ligne que j'ai vue, ça va décourager les gens de mettre des tanks. Parce que les tanks, il y a une mitrailleuse dessus, fait que là, la mitrailleuse, elle sera pas aussi forte qu'elle était avant. Mais le tank, tu as un canon aussi, là. Ben, ça, je vais dire, actuellement, le tank, tu le prends pas pour la mitrailleuse de support. Tu le prends pour le canon ou le reste de son artillerie, après, non? Je pense qu'il y a des véhicules c'est des véhicules avec des mitrailleuses, des véhicules bien spéciales, là. Ultra genre des véhicules légers? Ouais. Ou en tout cas des tanks où je pense qu'il y avait 4 mitrailleuses, mais j'avoue que je les connais moins. Mais la réponse que j'ai vue de certaines autres personnes dit, mais en même temps, le jeu veut que ce soit un jeu d'infanterie. Leur but, c'est pas d'encourager que tu mettes plus de tanks avec des mitrailleuses. Ça. Oui, puis en même temps, si c'est un tank spécialisé dans les mitrailleuses,
t'as quand même beaucoup plus de tirs que tous les autres tanks qui sont pas spécialisés avec des mitrailleuses. Ouais. Donc, t'es encore exactement à la même place que t'étais avant. T'es juste pas broken. Non, c'est ça. Mais comparé aux autres choses qui sont dans la même ligue que toi, t'es quand même le plus performant, tout comme tu l'étais avant. Tu vas peut-être tuer moins d'infanterie que t'en tuais avant, mais avant, tu balayais. Ben oui. Tu sais, Tu vois, moi, toi, tu te posais la question pourquoi ils n'ont pas mis Snapshot. Moi, je m'étais posé la question pourquoi ils n'ont pas mis ça conditionnel au mouvement. Si ton véhicule, il bouge pas du tout, ben, il tire normalement. Mais encore une fois, je pense que l'idée, c'était de simplifier et d'éviter les... Ben, encore une fois, c'est le give and take, comme on disait tantôt. Ouais. Hein. C'est ça. Qu'est-ce que mes règles... Parce que tu essaies d'expliquer narrativement, dans son contexte, moins de tirs parce qu'il bouge plus. Est-ce que ça représente vraiment avec immersion ce que ça devrait être? Je pense qu'il y aurait mieux. Ouais. Pour représenter le manque de précision. Dans le fond, c'est pas qu'il tire moins. Il tire pas moins, il tire juste moins bien. C'est ça. Ouais. Donc, on n'affecte pas la bonne règle avec le bon contexte narratif. Mais je pense que c'est la façon la plus rapide de pouvoir tomber au résultat qui est ce n'est pas broken et ça représente quand même le fait que tu vas être moins efficace avec ce gun-là. Fait on bifurque, on prend un chemin de traverse, c'est moins précis que ce qu'on voudrait, mais ça reste que ça atteint l'objectif quand même. Oui. Tu as ça dans tous tes wargames. Là. Oui. Mais, et là, je veux citer ce qu'il dit dans l'article, puis tu vas voir pourquoi. Okay. Là, il dit, à propos de ces règles-là, de ce changement de règles-là pour la mitrailleuse, il dit « This reflects the lower amount of effective fire that these weapons could put out and means that the machine gun toting light tank will still have a role to play but will no longer be the absolute death machine than it is in second edition. » Et voilà. Far more realistic, far more fair, far more fun. Ah, merci. J'espérais qu'on fait ça avec far more fun. Mais réaliste, juste et amusant. Puis, il va toujours avoir des débats, encore plus en historique, sur c'est quoi le réalisme, c'est quoi qui fit. Ouais. Des fois, je me dis, quand j'entends ça, je me dis, t'essayes de prendre quelque chose de la réalité où t'as des humains qui tirent avec des armes sur d'autres humains, puis transformer ça en un jet de dés ou plusieurs jets de dés. Ouais. Le réalisme que tu vas chercher, il va toujours être limité parce que c'est pas exactement la même affaire. Quelque chose qui sera... Pour que ce soit 100% réaliste, il faudrait que toi, tu commandes une unité de gars qui va tirer sur d'autres gens, mais c'est plus un jeu, là. Il y a des gens qui meurent, tu sais. Va jouer au paintball. Ou va jouer au paintball, mais encore là... Va jouer au Laser Quest. Il y a du monde qui vont jouer au paintball comme s'ils pouvaient mourir 10 fois. Dans la vraie guerre, tu peux pas mourir 10 fois. Même là, tu n'arriveras jamais à 100% de réalisme. Tu as des jeux qui travaillent fort pour se rendre à 100% de réalisme. Puis là, je pense que ça crée un moment où c'est un plaisir différent pour différentes personnes. C'est Benoît, notre ami Benoît, qui me parlait d'un jeu, là, Advanced Squad Leader. J'ai jamais joué. Okay. Et qui essaye de donner le plus réaliste possible, tellement que le champ à travers lequel tu tires, selon le type de blé ou de ce qui fait pousser là-dedans, donne des bonus puis des malus différents. Si c'est ce que tu cherches, tu vas avoir du fun. Mais je pense pas que c'est un jeu qui est facile à apprendre, qui est rapide à apprendre, puis que tu peux jouer à d'autres jeux en même temps que tu joues à ce jeu-là régulièrement. Ben, je pense qu'effectivement, ça va dépendre de c'est quoi ton intention de départ. Si l'intention de départ, c'est le réalisme, je veux participer à un jeu qui est immersif par sa tendance à tendre vers la réalité. Oui. Je vais aller jouer à ce jeu-là. Il va peut-être être compliqué, il va peut-être être long. On a déjà parlé, toi puis moi. Là. Oui. Il y a des jeux que toi t'aimes, qui durent toute une journée de temps. Oui. T'aimes ça. Puis moi, quand t'en parles, j'ai l'impression de mourir. C'est pas parce que le jeu a l'air plate, c'est vraiment pas ça.
Je suis comme, dude, le temps que ça l'a pris pour faire ça, j'aurais pu finir de peindre Skaven Tide. J'exagère. Mais il y a comme un niveau d'implication puis d'intérêt de la personne qui est individuellement à elle à prendre comme décision. Les efforts que ça va prendre pour apprendre ce jeu-là va probablement être proportionnel à l'intérêt qu'elle a. Si t'es tant intéressé que ça envers le réalisme, si t'es tant intéressé que ça à ce que chaque brindille, chaque coin, chaque affaire représente la réalité, tu n'auras probablement aucune difficulté à participer à ce genre de jeu-là, puis à apprendre tous les raccoins de règles, puis de qu'est-ce que ça raconte, puis le temps que ça va prendre. Parce que c'est ça que tu veux. Au même principe qu'il y a des gens qui aiment ça jouer dans des tournois avec des MDF, puis ils triplent leur vie à jouer là-dessus, ils sont bien contents. Puis moi, je comprends pas. Mais il y a du monde qui aime ça, ça répond à leurs intentions, puis à leurs besoins à eux, puis ça remplit leurs besoins. Have fun. Ça appartient à cette personne-là. Il y a d'autres personnes qui vont jamais toucher à ce jeu-là parce qu'ils ont l'impression que ça, c'est pas du tout ce qu'ils veulent. Ouais. Fait qu'ils vont pas s'en rapprocher. Mais il faut que tu sois juste en paix avec ce que toi tu cherches dans ton jeu, je pense. Mais je trouve ça beau, la façon qu'ils l'ont dit, parce qu'ils pouvaient quand même pas dire c'est historique, ça se pouvait, fait qu'on l'a laissé comme ça. C'est ça. Ils savent que ça coûtait du plaisir à tout le monde, puis que ça faisait pas de sens dans un jeu. Ben, c'est ça. Il fallait l'ajuster. Là, on parlait du réalisme, mais moi, je trouve ça fun qu'il me nomme 3 points qui essayent d'agencer entre eux. Le réalisme, que ce soit juste, la justesse, puis le plaisir. Mm-hmm. Parce que si quelque chose est très réaliste, mais les gens n'ont pas de fun à le jouer, ben ça sert à quoi? Moi, ce que j'aime des jeux justes, là. OK? Quand je travaillais à Pracom, un des jeux qu'on adorait vraiment jouer, c'était le jeu des dés. Un des jeux de dés que j'adorais faire avec mes membres, c'était un des 6. Prends un des 6, tu le roules puis tu le roules. C'est juste. Je peux te dire qu'après 10 minutes, j'ai plus de plaisir. Le plaisir est mort, là. Il n'y a plus de plaisir. À un moment donné, je fais ça juste parce que je suis là puis je suis payé. Mais le plaisir n'est plus là. Mais pourtant, c'est juste. On pourrait juste faire ça. Si ce qu'on veut, c'est juste de la justesse, il y aurait moyen de pouvoir simuler juste de la justesse. Mais c'est pas ça qu'on veut. La justesse en lui-même n'est pas suffisante. Le plaisir en elle-même, probablement pas suffisant parce que le plaisir est souvent déterminé différemment pour chaque personne. Le réalisme n'est pas nécessairement quelque chose que tout le monde cherche. Ça prend un peu de tout ça pour pouvoir donner l'espèce de soupe que là, tu as dans ton jeu, qui est cette balance-là entre ces 3 paradigmes qui se contredisent par moment. Ben oui. Comme là, l'exemple qu'on avait là, qui était il faut que nos trocs légers avec des mitrailleuses aient un rôle. Ils vont toujours avoir le même rôle. Ils vont juste pas être un obvious choice qui détruit le plaisir de tout le monde. Je pense que ça, c'est juste. Puis ça encourage le plaisir. Puis ça fait en sorte que ça représente quand même un peu le réalisme. Peut-être que c'est 20% de réalisme pour 40-40 pour les deux autres. Peut-être. Mais c'est peut-être ça la négociation qu'il fallait faire dans le pourcentage, dans le ratio. Oui. Puis la traduction. Ben oui. Puis des fois, il y a des choses qui ne sont pas faciles à traduire. Le Tiger, là, le tank allemand, j'ai pas joué, mais comme il faisait peur à tout le monde sur la table parce que il pouvait piner des unités qu'il voyait. Puis tout ça, c'était basé sur le récit qu'à un moment donné, les Alliés en Italie, ils apprennent qu'il y a un char tigre allemand, puis ils savent qu'il est tellement dévastateur que ça retient toute une attaque pendant une couple de jours ou une journée. Les designers de jeu ont lu ça et ont fait « Hey, c'est malade! » OK. C'est comme ce tank-là, il faisait vraiment peur à ses ennemis. Puis ils ont essayé de traduire ça en une règle, mais qu'une fois sur la table, le monde était comme « Mais c'est plate de jouer contre ça! » Dès que mon unité est en ligne de vue du tank, c'est elle peut se retrouver bloquée de même. Puis là, je peux plus jouer. OK, ben ça, c'est comme plate. Ben oui. Fait que c'est comment... Tu m'empêches les options de faire quelque chose, tu m'enlèves le droit de jouer. C'est ça. Je suis ici pour jouer. Ça a un coût, ça. C'est comme si c'est très cher payé pour quelqu'un qui va venir jouer une game et qui réalise que la moitié de son armée est plus utilisable.
c'est pas plaisant. Ça, tu peux l'avoir dans les jeux de Game Workshop aussi, là, où dans Oui. l'histoire, mettons, les Custodes sont forts, ils sont endurants, pis tout ça. Fait que tu veux représenter ça sur la table, mais là, quand ils arrivent sur la table, tu peux le sentir qu'ils sont forts, pis qu'ils sont... Mais quand ils arrivent dans ton unité, pis qu'ils la balayent dans un coup... Mais c'est là que c'est important de pouvoir s'en parler, tu sais, Oui. de pouvoir faire le tour. Puis, on en avait déjà parlé dans un des épisodes, là, mais puis Jared Johnson avait dit dans un de ses White Dwarf, dans un article, tu sais, comment tu fais pour pouvoir représenter quelque chose qui est un genre de demi-dieu. Dans ce cas-ci, ici, on pourrait mettre le tank du Tiger Shark, whatever. Là. Ouais. C'est représenté avec un genre de pouvoir divin de paralysie parce qu'il te fait trop peur. Ben, OK, mais l'effet, ça reste quand même que je peux pas jouer avec mon armée. Fait que, quand tu veux représenter ce genre d'affaires-là, ça peut être difficile de représenter quelque chose de quasi surnaturel comparé à de l'infanterie. Il y a un step ici. On parlait dans l'épisode auparavant de la différence entre Space Marine humain ou Stormcast, puis Eldar, puis whatever. Ben, si le Tiger Shark est puissant à ce point et permet une habilité particulière de ce genre-là que personne d'autre fait, il devient une classe en lui-même. Il n'est pas comme les autres tanks. Il devient son propre clan, sa propre entité, son propre titre. Fait que ça crée une légende. Puis, à un moment donné, ben, tu fais comment pour pouvoir rendre ça justice? Ben oui. Pour pouvoir lui donner ce que tu as besoin pour qu'il soit ce que tu as vu dans l'histoire que tu trouvais cool. Même chose pour les Custodes. Comment tu fais pour pouvoir donner quelque chose de cool aux Custodes que tu ne peux pas juste le tuer avec un bolter de façon easy? Puis qu'ils peuvent tuer des primarques. On a comme plusieurs classes de Tiger Shark ici. Là. Ouais. Mais il faut que tu leur rendes un peu service pour que tu aies l'impression de jouer l'armée qui est le fun ou de jouer le tank qui est le fun, mais en même temps de ne pas enlever le plaisir de tout le monde autour. Ça, il n'y a pas... Ouais. Je sais, ils ont-tu réglé le problème du Tiger Shark en troisième édition? Je sais pas. On sait pas encore. Ils l'ont peut-être même faqué dans la deuxième édition, ça j'avoue que j'ai pas suivi, là, mais... Je trouvais que c'est un bon exemple de... Hey, on prend quelque chose, qu'on a des sources historiques qui en parlent, puis on essaye de traduire ça dans des règles. C'est pas évident. Je trouve que c'est effectivement un très bon exemple, puis que j'aimerais ça voir si tu peux nous trouver s'ils l'ont ajusté ou pas dans la troisième ou dans une fac, pour voir, mais ouais. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent, qui jouent à plein de jeux différents, peuvent peut-être un peu comme se retrouver là-dedans pour pouvoir dire comme ouais, ça m'arrive moi dans mes games de pas comprendre pourquoi est-ce que cette unité-là, elle est si forte que ça, puis que peu importe ce que je fais, ça marche pas, puis je me culpabilise parce que je me dis que c'est moi le problème. Ben, les designers de jeux le disent. On fait pas tout parfait du premier coup. Des fois, ça nous prend un FAQ ou des fois, ça nous prend une nouvelle édition. Parce que ce qu'on a essayé de faire, on pensait que ça serait correct. Soit parce qu'on s'est dit les gens sont assez intelligents pour comprendre, soit ils se sont dit ça va être correct, on l'a testé. Dans les deux cas, ça se peut que ça marche pas. Ouais. Fait qu'il faut réviser. Fait que dans vos gaming groups, vous avez le droit de réviser aussi. Bon, ça c'est mon cheval de bataille à moi. Mais... C'est tout? C'est tout. Hey, ben c'était vraiment cool. Là. C'était vraiment cool. Puis là, ben, j'imagine que dans le club, vous allez faire des événements pour la troisième édition. Est-ce que vous allez comme l'utiliser? Est-ce que vous allez avoir... Je pense que c'est sûr qu'on va l'essayer. Plusieurs joueurs de Bolt Action, mais pour l'instant, on sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais sûrement qu'on va faire quelque chose. Ben c'est ça, je peux pas croire qu'il va pas avoir. Comment vous faites des participation games ou vous invitez les gens à venir faire un tour, fait que je me dis, s'il y a une nouvelle boîte, j'imagine que ça va vous intéresser et que vous allez vouloir l'essayer. Bon. À suivre. À suivre. À suivre. Fait que, ben, c'est la fin pour l'épisode. Merci, David. Belle éducation. Maintenant, je sais qu'il y a un tank qui s'appelle un Tiger Shark. C'est le King Tiger, mais pas Tiger. Pas grave. J'ai dit Tiger Shark combien de fois dans l'épisode? Plusieurs fois. Là, je
je pense qu'on n'aurait pas dû le dire. On aurait dû juste laisser ça de même, puis les gens, ils auraient fait comme... Il n'a pas compris que c'était pas ça, le nom de thème. Il est-tu calme? Oui. Donc, merci pour le bel épisode, David. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés puis d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Comme je dis à chaque conclusion, ça nous fait plaisir de pouvoir faire ces épisodes pour vous autres. David, dans les David nous éduque, c'est beaucoup de recherche. C'est beaucoup de travail. Fait que, merci, David. De rien. Les épisodes sortent à peu près à toutes les semaines. Donc, vous pouvez les trouver sur Spotify, Balado Québec. Si vous nous écoutez en ce moment sur YouTube, bienvenue. On est en vidéo. Des fois, on a l'air un peu poqué parce qu'il est tard le soir. Il y en a certains d'entre nous qui paraissent mieux à 9h le matin, d'autres qui paraissent mieux à 9h le soir. Ça dépend. Donc, bienvenue parmi nous. On a les épisodes, vous pouvez nous mettre des likes, vous pouvez share les épisodes, vous pouvez nous mettre des notes. Par exemple, sur Spotify, c'est des étoiles. Sur YouTube, c'est des likes. Vous pouvez aussi mettre des commentaires. On aime ça pouvoir vous lire. Gênez-vous pas. On a sur Facebook, on a la page officielle qui est Soirée Peinture, le balado. On a aussi le groupe de la communauté qui est Soirée Peinture, la communauté. On a Instagram aussi, soirée.peinture. On a plein d'événements qu'on met régulièrement un peu là, sur nos médias sociaux. Donc, quand vous nous suivez, ça vous permet de pouvoir en voir un petit peu plus. Dont toute la pub pour le futur tank Tiger Shark pour Bolt Action, 3e édition. Je travaille là-dessus avec du carton. Je vais y arriver. Et c'est pas mal ça. On aime ça pour faire ces épisodes-là pour vous autres. Puis on espère que vous l'appréciez autant que nous autres. Fait que je n'hésite pas de nous laisser des commentaires, puis de partager les épisodes, puis de les liker. Yeah. Il nous reste juste une chose à dire. David? Sharknado. Oh! Arnold Sharknader. C'était ça. Bonne soirée, peinture!